Eh bien, bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez dit, Monsieur Baron, moi, je suis Aurélie Deriveau. Je suis consultante pour ADN depuis près de 8 ans et j'interviens essentiellement dans des missions qui sont liées à l'assurance qualité ou la validation des systèmes informatisés. On y va? Désolée, du coup, oui, oui. Vous m'entendez? Moi, je t'entends Pardon. parfaitement. J'ai par contre une Ah, personne d'accord. qui n'a pas de son, mais bon, je pense qu'elle va régler son problème, qui est probablement sur son ordinateur, hein. D'accord. OK. Voilà. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, ça va d'essayer de vous apporter les clés principales pour vous aider à initier ou à mener vos activités de validation conformément à ce qui est demandé dans l'ISO 13485 dans sa version de 2016, et aussi de vous présenter une approche basée sur les risques tels que décrits dans l'ISO TR 80002. Alors, la présentation sera découpée en 6 points principaux. Alors, je vais d'abord vous démarrer par une introduction pour parler du contexte et faire un rappel sur ce qu'est la VSI. Ensuite, je vais vous parler du domaine d'application pour savoir quels sont les systèmes que nous devons valider. Ensuite, je vais passer à l'analyse de risque initiale. Je vais détailler là ou les stratégies de validation qui vont pouvoir être mises en place pour valider les systèmes. Je vais ensuite vous détailler 2 petits exemples pour illustrer les propos précédents et je vais finir par une petite conclusion. Alors, le contexte, c'est très clairement la nouvelle version de 2016 de l'ISO 13485 qui demande explicitement de valider tous les systèmes informatisés du système de management de la qualité. Alors, ce que demande la norme, c'est d'avoir documenté les procédures pour la validation des systèmes informatisés, de mener la validation de ces systèmes avant la première utilisation et surtout d'avoir une approche basée sur les risques pour sélectionner et mener les activités de validation. Alors, je vais à présent vous faire un petit rappel sur ce qu'est la validation d'un système informatisé. Alors, c'est la confirmation par l'examen et l'apport de preuves objectives que les spécifications du système informatisé sont conformes aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Et ce, afin de vérifier que toutes les exigences ont bien été prises en compte. Il est aussi important de noter que le processus de validation couvre la globalité du système, à savoir la partie logicielle pure, mais aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les données traitées, les intervenants, c'est-à-dire les utilisateurs, les administrateurs, mais aussi la maintenance. On va s'assurer que la gestion et la revue des accès est conforme, que ces personnes sont formées correctement, mais aussi les procédures qui vont déterminer les rôles et les responsabilités, les instructions de travail et les guides utilisateurs nécessaires à l'utilisation de ce système, mais aussi toutes les interfaces avec d'autres systèmes si elles existent. Alors, maintenant, quand on dit qu'on doit valider tous les systèmes du système de management de la qualité, de quoi parle-t-on exactement? Alors, le domaine d'application de la norme, c'est les logiciels de gestion de la qualité tels que décrits dans l'ISO 13485 au chapitre 4.1.6. Et on aura par exemple les GED, les outils de gestion des CAPA, les outils de gestion des réclamations, etc. On a aussi dans ce domaine d'application tous les logiciels qui sont utilisés pour la production et la prestation de services, donc les GPAO, les ERP, et là vous avez d'autres exemples. On aura aussi tous les logiciels qui sont utilisés pour la surveillance et les mesures, comme les GMAO, la supervision environnementale, les logiciels de métrologie. Et il sera important de noter que sont inclus dans toutes ces catégories tous les fichiers Excel avec des formules et des macros. Donc, ça veut dire que tous les fichiers Excel que vous utilisez actuellement
avec des logiciels et des macros vont être considérés comme des systèmes informatisés et on va devoir les valider. Ne sont pas inclus dans ce domaine d'application tous les logiciels qui sont utilisés comme des composants, parties ou accessoires d'un dispositif médical ou les logiciels qui sont eux-mêmes des dispositifs médicaux. Parce que ces logiciels-là seront à valider selon l'ISO 62304. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage juste avant Oui, bien sûr, allez-y. Alors, je vais faire un petit sondage. Si vous voulez avoir la gentillesse de répondre. Donc déjà sur le technical report. Alors la contrepartie au fait de voter, hein, c'est que vous aurez le résultat du vote en. Hein, donc vous pourrez vous positionner entre guillemets, vous benchmarker par rapport comment dire, à vos collègues. Hein. Donc là, j'ai 91% de personnes qui ont voté. Voilà, très bien. Je vais fermer le sondage et je vais partager le résultat. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même une majorité très significative de personnes qui vont apprendre quelque chose aujourd'hui. Voilà, c'est formidable. Alors, on va revenir à des choses, m'en voulez pas, très basiques, avec un nouveau sondage aussi. Et si vous voulez bien avoir la gentillesse de... Alors là, on a quelque chose de complètement symétrique. Hein. Moi, évidemment, je vois les votes en temps réel, mais pour l'instant, tout le monde n'a pas encore voté. Voilà, il manque encore probablement quelques personnes. Si vous pouviez voter. Voilà, il me manque probablement une ou deux personnes. Que je suis à 80, j'ai un taux de participation de 88%. Si je pouvais dépasser les 90 tout à l'heure, j'étais à 91, ça serait parfait. Bon, apparemment, c'est un vœu pieux. Ah si, voilà, 91%. Et donc, je vais partager avec vous le résultat. Voilà. Ok. Donc, on a quelque chose de absolument symétrique par rapport au Technical Report 80002. Hop. Eh bien, Aurélie, je te laisse continuer sur la base de ces informations. Peut-être. Ou pas que ça, mais bon. Non, oui, sur ces informations, forcément. Alors, je vais juste quand même vous faire un petit résumé sur cette slide pour qu'on rentre vraiment dans le concret. Donc, en gros, tout ce que vous allez devoir valider, c'est tous les systèmes qui sont utilisés dans le design du dispositif médical pour les tests, la validation, le contrôle d'un composant, la production, mais aussi l'étiquetage, l'emballage, la distribution du dispositif médical, la gestion des réclamations, non-conformité, des CAPA et la gestion documentaire, par exemple. Alors, une fois que nous avons identifié les SI que nous avons à valider, on peut se poser une question de savoir est-ce qu'on doit valider tous les systèmes de la même manière? Et là, la réponse est clairement non, et c'est justement ce que nous demande la norme ISO 13485 dans sa version de 2016, c'est qu'elle nous demande d'avoir une approche et de mener des activités de validation qui sont proportionnées au risque. Alors, pour ce faire, dans la démarche de validation que je vais vous montrer après, moi, ce que je vais prendre en compte, c'est deux éléments importants. Donc, l'analyse de risque initiale, c'est-à-dire d'identifier quels sont les risques liés à notre software, mais aussi la complexité et la catégorie du système informatisé. Et ces deux éléments combinés vont nous permettre de déterminer l'effort de validation et de choisir les activités de validation qui devront être appliquées à notre système en particulier.
Alors, je vais à présent vous parler de l'analyse de risque initiale. Alors, selon l'ISO 13485, toujours dans sa version de 2016, les 3 grands risques qui sont à prendre en compte sont le risque patient, le risque sur la performance du dispositif médical et le risque de non-respect des exigences réglementaires. Alors, concernant le patient, on va pouvoir se poser la question de savoir quel est le risque pour le patient, donc l'utilisateur final de notre dispositif médical, si le système dysfonctionne. Et en parallèle, on se posera aussi la question de savoir quel est le risque pour notre patient si les utilisateurs du SI font une erreur. Concernant la performance du dispositif médical, on va se poser la question de savoir quel est le risque pour notre dispositif médical si notre système y dysfonctionne. Et quel est le risque pour notre dispositif médical si les utilisateurs du système font une erreur. Concernant le 3e grand risque, qui est le non-respect des exigences réglementaires, on va se poser la question de savoir quels sont les risques de ne pas pouvoir démontrer une conformité aux exigences réglementaires si notre système y dysfonctionne. Après, bien sûr, libre à vous d'inclure d'autres risques dans vos validations, c'est-à-dire ceux que vous jugez importants, comme par exemple le risque industriel ou le risque environnemental, mais ça, ce sera entreprise et stratégie d'entreprise dépendant. Alors, cette slide-là vous juste avant de présente... passer là, est-ce que tout le monde entend bien? Parce que j'ai une ou deux personnes qui n'ont pas de son. Est-ce que vous pouvez me répondre? Juste par chat? D'accord. Apparemment, ça a l'air d'être OK pour tout le monde. OK. Merci Aurélie, excuse-moi. Je te laisse continuer. Pas de souci. Alors, une fois qu'on aura identifié les risques, il va falloir classifier ces risques et leur donner un niveau de risque. Alors, cette slide-là vous présente une classification du niveau de risque en fonction des 3 critères demandés par la norme, à savoir le risque patient, le risque produit et le risque de non-conformité d'une exigence réglementaire. Alors, on pourra dire qu'un risque est mineur si les activités qui sont mises en œuvre par notre système ont peu de probabilité d'entraîner un dommage chez le patient, ou si les activités mises en œuvre sont des activités qui se rattachent au domaine de la qualité, mais qui auront aucun impact sur la conformité réglementaire. On dira que le risque est modéré si les activités qui sont mises en œuvre par notre système peuvent entraîner un événement non grave ou réversible chez notre patient, et si les activités qui sont mises en œuvre par notre système peuvent avoir un risque indirect sur la conformité réglementaire. On dira que notre risque est majeur s'il peut entraîner un événement grave ou réversible ou la mort chez notre patient, et si les activités irréversibles, pardon, merci, ou si les activités qui sont mises en œuvre par notre système ont un impact direct sur la conformité réglementaire. Alors, une fois qu'on a identifié les risques, on va pouvoir se poser la question de savoir s'il existe des mesures d'atténuation de ce risque. Alors, ces mesures peuvent être de 2 types. On aura les mesures d'atténuation externe, telles que des contrôles effectués sur les éléments de sortie de notre logiciel. On pourra se dire, par exemple, si c'est un système qui contrôle des pièces de fabrication, il peut y avoir des contrôles additionnels qui sont faits par des opérateurs humains. Il peut aussi y avoir la mise en place de procédures additionnelles ou des systèmes de backup. Le deuxième type de mesures d'atténuation du risque, ce sont les mesures qui, elles, sont internes au système. C'est par exemple la mise en place d'avertisseurs ou de moyens de contrôle qui informent notre utilisateur que des données essentielles sont manquantes, ou alors la mise en place d'un audit trail, ou par exemple mettre en place des éléments de sécurité tels que des restrictions d'accès.
Tous ces éléments combinés vont permettre de réduire le risque initial identifié précédemment. Et donc, potentiellement, de réduire notre effort de validation et de réduire le nombre d'activités de validation qu'on va faire pour notre système. C'est pour ça que ces deux étapes sont très importantes. La première, c'est d'identifier les risques, et la deuxième, de vérifier s'il y a des mesures d'atténuation du risque qui peuvent mettre en place, qui nous permettront de recalculer le risque initial final. Alors, le deuxième point qui peut intervenir, c'est la catégorie du système informatisé que nous souhaitons valider. Alors, on a trois types. On peut classer les systèmes en trois grandes catégories. Le premier, c'est les logiciels standards. C'est les logiciels qu'on achète directement en l'état chez l'éditeur. Ils sont aussi appelés très souvent les logiciels prêts à l'emploi. Le deuxième grand type, c'est les logiciels qui sont dits configurés. C'est les logiciels pour lesquels on doit faire un paramétrage, mais on ne va pas intervenir sur le code. Et la troisième grande catégorie de logiciels, c'est les logiciels personnalisés, c'est-à-dire les logiciels nécessitant une programmation ou un changement de code. Alors, l'activité de validation peut être différente en fonction de ces types de logiciels, parce que par exemple, pour un logiciel standard, on n'a pas d'étape de conception, et donc, on n'aura pas d'activités de validation qui sont liées à la vérification de ces étapes de conception. Les activités de validation peuvent être aussi très différentes en fonction de la catégorie de logiciel. Parce que par exemple, pour un logiciel standard, on pourra mener un audit fournisseur pour augmenter la confiance qu'on a dans notre logiciel, alors que pour un logiciel customisé, on fera plutôt une revue et un test des customisations. Et pour un logiciel développé en interne, ce sera plus une revue et des tests des design spécifications. Alors, une fois qu'on a identifié la catégorie de système et identifié les risques avec les mesures de mitigation de ces risques, on va pouvoir visualiser l'effort de validation qui devra être apporté à notre logiciel. Alors, le tableau ici, il est là pour essayer de pour vous permettre de visualiser grossièrement l'effort de validation qui doit être appliqué au logiciel par type de logiciel et classifié selon le risque identifié. Alors, par exemple, on voit bien que pour l'effort de validation qui sera appliqué pour un logiciel standard et où le risque d'utilisation a été identifié comme mineur, sera bien moindre que pour un logiciel personnalisé avec un risque majeur. Alors maintenant que nous avons déterminé l'effort de validation qui doit être appliqué à notre logiciel, il va falloir déterminer quelles sont les activités de validation que nous allons réaliser. Alors pour ce faire, l'ISO TR 80002 prône une approche dite critical thinking et elle demande d'analyser et d'évaluer tous les aspects du système afin d'identifier l'ensemble des activités de validation qui vont permettre d'avoir une confiance suffisante dans le SI par rapport à l'utilisation souhaitée. Et du coup, on comprend bien en lisant cette phrase que on ne va pas avoir une stratégie de validation unique pour tous les logiciels, mais que la stratégie de validation pourra varier considérablement d'un système à l'autre. Alors, quand on dit confiance suffisante, qu'entend-on par là? Alors, c'est toujours pareil, c'est être capable de démontrer que l'utilisation de notre système est sans risque pour notre patient, c'est-à-dire l'utilisateur final du dispositif médical, la qualité du dispositif médical ou la conformité réglementaire. Alors là, on a essayé de vous représenter un schéma qui découpe les activités de validation en trois grandes étapes et qui détaille les activités générales à mener.
Alors, dans un premier temps, il va falloir identifier les exigences sur le processus utilisant le logiciel. C'est-à-dire, on va se demander dans quel processus intervient notre logiciel, quelles sont les données d'entrée et les données de sortie de notre logiciel. Et suite à cela, on va pouvoir mener une première analyse de risque qui déterminera le risque sur l'ensemble du process. Suite à cela, on va bien sûr essayer d'identifier s'il y a des mesures d'atténuation de ce risque. Ensuite, on va déterminer ce qu'on attend de notre logiciel exactement, c'est-à-dire l'utilisation souhaitée ou l'intention d'utilisation. On pourra donc, par exemple, se demander quelle partie du process est automatisée par notre logiciel, en quoi notre système est-il utile et à quelle problématique répond exactement notre système. Cette étape va nous permettre de clôturer notre analyse de risque. Et avec ces deux éléments, normalement, on devrait pouvoir identifier tous les risques liés à l'utilisation de notre logiciel. Suite à cela, on va pouvoir rédiger un plan de validation, passer à la partie développement du logiciel si c'est applicable, bien sûr. Ensuite, on va passer à la partie validation logicielle proprement dite. Et suite à cette validation, on rédigera un rapport de validation qui va statuer sur l'état validé ou non de notre système. Ensuite, le logiciel sera mis à disposition des utilisateurs. Et suite à ça, toute nouvelle demande de changement sur notre logiciel redemandera une nouvelle analyse de risque. Je détaillerai ce point-là un peu plus loin dans ma présentation. Est-ce que je peux faire une toute petite remarque, Bien sûr. Aurélie ? Donc là, on a un prisme qui est très logiciel, mais comme ça a été expliqué, ou exposé plutôt, pardon, au préalable, on entend ici logiciel au sens large. Hein, c'est le logiciel, c'est-à-dire le système informatisé. Hein, c'est-à-dire, comme on l'a vu un petit peu avant, ça inclut la formation des utilisateurs, ça inclut les interfaces, etc., etc. Là, par souci pédagogique, on a simplifié, on a employé le terme logiciel, hein, par souci pédagogique. Mais comme comme Aurélie l'a très bien expliqué juste avant, hein, c'est en fait au sens global, avec les interfaces, avec la formation des utilisateurs, les procédures, etc. Donc c'est au sens du système informatisé. Je referme la parenthèse. Hein. Oui, non, mais très bonne remarque. C'était un peu réducteur, oui. C'était pour aller plus vite. Mais effectivement, on parle toujours en sens système informatisé, c'est-à-dire partie software et tout l'environnement qui va autour. Alors, pour aider à identifier toutes les activités de validation qui doivent être menées, l'ISO TR 80002 prône le principe de la boîte à outils. Donc, il liste un certain nombre d'activités qui peuvent être menées lors d'une validation et la sélection et la réalisation de ces activités devra être adaptée au risque et à la catégorie du système informatisé. Alors, si la boîte à outils classe les activités en 3 grandes catégories. Alors, en premier lieu, on aura les activités qui sont à mener, quel que soit le système concerné, donc quelle que soit notre analyse de risque et quel que soit le type de système. Ensuite, on aura les activités qui sont à mener quel que soit le type de système et quel que soit le risque. Par contre, elles seront à mener avec un niveau de détail plus ou moins important en fonction du risque identifié. Et on aura en dernier lieu les activités qui sont à sélectionner au besoin, c'est-à-dire en fonction du type de SI et en fonction du risque identifié.
Alors là, on a essayé de vous faire une représentation schématique de la boîte à outils qui est fournie dans l'ISO TR 80002. Donc, on voit bien en rouge, ici et là, toutes les activités qui sont à mener, quel que soit le système informatisé. Donc, à savoir l'identification des exigences process, l'analyse de risque process, l'identification des mesures d'atténuation du risque, l'analyse de risque liée à la partie logicielle pure et les mesures d'atténuation associées. On retrouve en vert, ici et là, toutes les activités qui sont à mener dans tous les cas, mais avec un niveau de détail adapté. Et ce sera la définition de l'intention d'utilisation et la planification de l'activité de maintenance. Donc, si on reprend le schéma précédent, on va voir que toutes ces étapes qui sont obligatoires, selon l'ISO TR 80002, vont se retrouver dans mon schéma dans cette partie-là, c'est-à-dire toutes les activités qui sont à mener avant de rédiger notre plan de validation. Si on repasse sur notre boîte à outils, on voit en bleu toutes les activités qui sont à sélectionner au besoin. Et celles-ci vont vraiment être dépendantes de notre catégorie de logiciel et du risque identifié. Et là, pareil, si on reprend le schéma d'avant, donc le schéma de la stratégie globale de validation, toutes ces activités vont être développées dans la partie validation pure. Alors, une fois la validation initiale de notre système finalisée, les activités de validation se poursuivent bien évidemment pendant toute la durée du cycle de vie du système, à savoir lors des changements, lors des corrections et même lors du retrait avec la problématique liée à l'archivage des données. Et donc, l'approche de critical thinking prônée par l'ISO TR 80002 va intervenir pendant toutes les étapes du cycle de vie du système. Et à chaque fois, on va devoir se poser la question, à savoir, est-ce qu'on a maintenu l'état validé de notre système? Alors, je vais à présent essayer de vous illustrer ce que je viens de vous présenter avec deux petits exemples. Alors, on va prendre l'exemple d'un logiciel de contrôle des pièces fournisseurs, qui est un logiciel personnalisé. Alors, si sur ce logiciel, on veut faire l'analyse de risque initial, on va se demander quel est le risque pour notre patient. Alors, le risque pour notre patient, c'est qu'on libère des pièces non conformes aux spécifications et qu'au final, on libère un dispositif médical hors spécification qui peut entraîner des événements graves ou même potentiellement la mort pour un dispositif médical implantable chez le patient. Donc là, le risque patient, il est majeur. Ensuite, on va identifier est-ce qu'il y a un risque pour sur le fonctionnement du produit. Le risque, il a été identifié comme majeur également pour les mêmes raisons que celles citées précédemment, à savoir le risque de libérer un dispositif médical hors spécification. Ensuite, on va se poser, est-ce que, en cas de défaillance de notre système, on a un risque sur la non-conformité aux exigences réglementaires? Là, on a également identifié un risque qui est lié à des problématiques d'intégrité des données, parce que notre système héberge des preuves de conformité produit. Donc là, le risque, il a été identifié comme majeur. Donc suite à ça, on va se poser la question, est-ce qu'on a moyen ou est-ce qu'on a identifié des mesures d'atténuation du risque externes au logiciel? Donc oui, parce qu'il y a des contrôles qualité du produit qui sont faits à la sortie suite à l'analyse par le logiciel. Et aussi, on peut mener un audit fournisseur pour s'assurer que notre fournisseur de pièces
répond bien à nos spécifications et que le système qualité mis en place est efficace. On va aussi se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible de mettre des mesures d'atténuation interne au logiciel. Et là, très clairement, c'est le fait de rendre notre logiciel conforme au 21 CFR Part 11 avec enregistrement, signature électronique et audit trail qui va régler notre problème de risque de perte d'intégrité des données. On va aussi pouvoir restreindre l'accès à notre système et mettre en place des systèmes de sauvegarde restauration pour éviter de perdre les données. Là, toutes ces mesures nous ont permis d'abaisser notre risque à modéré. Et tout ça nous a permis de définir un effort de validation à appliquer à notre logiciel. Donc, dans un premier temps, on aura toutes les activités définies comme obligatoires à la validation, c'est-à-dire l'identification des exigences process, l'analyse de risque initial, l'intention d'utilisation et le plan de validation. À ça, dans les étapes de validation proprement dites, on va ajouter une description de l'architecture de notre logiciel, une description des spécifications de conception, des spécifications fonctionnelles et utilisateurs. On va faire une analyse de risque fonctionnel, c'est-à-dire détaillée sur chaque fonctionnalité de notre logiciel. On va aussi vérifier l'implémentation des mesures d'atténuation. Ensuite, dans la partie testing, on va faire des tests d'intégration, on va faire des tests utilisateurs, on va qualifier notre installation, on va rédiger une instruction de travail, former les utilisateurs pour s'assurer que nos utilisateurs ont les capacités d'utiliser correctement notre logiciel. On va aussi faire une communication à tous les utilisateurs et ensuite tout ça va être consigné dans un rapport de validation. Je passe ensuite au deuxième exemple, qui est un deuxième exemple où l'effort de validation sera bien moindre que dans mon premier exemple. Donc, ce sera l'exemple d'un logiciel de gestion du stock, qui est un logiciel standard. Alors, concernant l'analyse de risque, on n'a pas identifié de risque patient, on n'a pas identifié de risque produit. Par contre, on a identifié un risque réglementaire qui est lié à la problématique d'intégrité des données. Donc là, le risque a été identifié comme modéré. On a essayé d'identifier les mesures d'atténuation externes au logiciel. Donc, comme il s'agit d'un logiciel standard, on s'est assuré que le fournisseur répondait bien à nos attentes et avait un certain nombre de certifications à sa disposition. Ensuite, on a essayé de voir s'il était possible de mettre en place des mesures d'atténuation qui étaient internes au logiciel. Et comme le risque identifié est lié à une problématique d'intégrité des données, donc il a été mis en place un certain nombre d'éléments toujours pour garantir la conformité 21 CFR Part 11, à savoir l'enregistrement, la signature électronique, l'ajout d'un audit trail, la restriction des accès et des systèmes de backup avec sauvegarde et restauration. Là, le risque a pu être abaissé à mineur. Donc, concernant l'effort de validation et les activités de validation à mener, on a estimé qu'il était essentiel toujours de mener les activités obligatoires pour toute validation de logiciel, à savoir l'identification des exigences process, l'analyse de risque initial, l'intention d'utilisation et le plan de validation. Et à ça, on a rajouté des tests utilisateurs qui, eux, étaient limités aux fonctions identifiées à risque. On a vérifié l'implémentation des mesures d'atténuation. Et là, c'est très clairement, on vérifiera que nos signatures électroniques, l'audit trail, les restrictions d'accès sont conformes. On fait une partie qualification d'installation. On va faire une communication aux utilisateurs, rédiger une instruction de travail et tout ça sera consigné dans le rapport de validation. Alors du coup, en conclusion,
Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le processus de validation mis en œuvre doit pouvoir fournir une preuve documentée des performances de notre SI et surtout baser l'effort de validation sur les activités qui sont jugées le plus critiques. Je voulais aussi vous préciser que la FDA travaille actuellement sur une guidance pour la validation du SI qui se rapproche un peu de ce qui est demandé dans l'ISO 13485 dans sa version de 2016, à savoir une validation qui est basée sur le critical thinking, la gestion des risques, la sécurité patient et produit, l'intégrité des données et l'assurance qualité. Philippe, je ne sais pas si je vous laisse décrire l'offre ADN ou si je le fais moi. Pardon, excuse-moi, je réactivais mon son. D'accord. On a d'abord peut-être une question. Ah, Alors, je vais pardon, j'ai pas essayer de vu. retrouver la personne et pour essayer de lui ouvrir son micro, parce que je pense que c'est une question. Donc, c'est Sabine. Bonjour Sabine. Oui, Donc, voilà, tout le monde vous entend. Est-ce que vous pouvez partager avec les uns et les autres la question que vous avez posée dans le chat concernant les audits fournisseurs? Oui, donc c'était une question qu'on avait chez nous pour l'audit fournisseur d'un logiciel de gestion de la qualité, peu importe lequel. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est fonction du risque? Est-ce qu'il faut s'assurer auprès de lui de certaines choses, notamment de la maîtrise des changements en vue de pouvoir maintenir dans un état validé sans avoir à refaire une validation systématique à chaque fois qu'il fait un upgrade de version? Et on s'est posé la question notamment, par exemple, pour un logiciel standard de signature électronique. Le fournisseur nous fournit tout un tas de certifications très intéressantes. Il a fait sa propre validation. Est-ce que sur la base de toutes ces informations-là, faut-il aller voir sa validation pour nous permettre d'alléger la nôtre, parce que c'est vrai qu'on a pour vocation de fabriquer du DM et pas de valider du logiciel. Et pareil, est-ce que est-ce qu'on a besoin de cet audit? Est-ce que ça peut se faire par l'intermédiaire d'un questionnaire? C'était une question assez générale. D'accord. Alors, pour l'audit... Ah, pardon. Vous voulez répondre, Philippe? Non, je t'en prie, je t'en prie. Je compléterai le cas échéant. Alors, je vais donner mon avis sur ce point-là. Alors, pour l'audit fournisseur, c'est une très bonne question. Alors déjà, les informations... Enfin, déjà, le fournisseur n'est pas obligé de vous fournir ces informations. Donc, si vous le fournissez, c'est déjà très bien. Alors, c'est toujours un certain nombre de validations, de preuves qui vont pouvoir vous permettre de réduire votre effort de validation. Et ce qui va vous fournir aussi devra être toujours mis en balance avec le risque initial. C'est-à-dire que si vous avez un risque mineur, je pense que là, vous parliez de questionnaire pour le fournisseur, je pense que ce sera suffisant. Par contre, si le risque est majeur, avoir accès à aux détails de la validation qu'ils ont menée sera, je pense, sera toujours plus importante. Si vous pouvez y avoir accès, c'est très bien. Et faire un audit fournisseur, c'est encore mieux. Mais même si vous avez toutes ces informations, c'est des informations que vous pourrez ajouter à votre validation, mais ça ne vous empêchera pas, vous, de mener certaines activités de validation, notamment à votre propre système à vous, donc tout l'environnement que vous mettez autour et tout ce qui est la formation des utilisateurs, rédaction des procédures. Oui, évidemment. Après, je me disais, s'il a validé son logiciel de façon complète, on pourrait juste faire de la vérification nominale sans aller faire du stress testing. Oui,
Oui, je pense. Enfin, moi, mon avis, je ne sais pas exactement de quel logiciel vous parlez, mais je pense que ce sera suffisant si lui vous apporte la preuve. D'accord. Je pense C'est-à-dire une qu'effectivement, il y a certification, plusieurs un questions. engagement. Ouais. C'est une question intéressante parce qu'elle est à tiroir. Alors, elle pose d'une part la question de la responsabilité en termes de validation. Donc là, on ne l'a pas redit, mais la validation, c'est quand même toujours l'utilisateur final qui en est responsable. Okay, donc on ne peut pas se dédouaner de sa validation en étant complètement direct, en achetant simplement un pack de validation. Hein. Ça, c'est quand même un élément. Il y a toujours, vous pouvez utiliser ce pack de validation pour vous aider à gagner du temps, mais vous ne pouvez pas simplement dire j'achète le pack et tac, le système est validé. Oui. La question de l'audit, elle est intéressante, comme l'a dit Aurélie, en fonction de la criticité et aussi, soyons clairs, au vu de la situation sanitaire du pays, se développe de plus en plus, je dirais, l'audit dit postal. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans. Hein. Quand vous avez un éditeur qui est basé, quand c'est du logiciel qui est basé en Inde, bon, ça fait cher l'audit. Hein. Et mon expérience prouve que avec des audits postaux, vous avez déjà une bonne idée de ce qui vous attend, à condition évidemment que l'audit il soit fait avant l'achat et pas après l'achat. Ça, c'est un autre élément. Ensuite, comme l'a dit Aurélie à juste titre, en fonction du risque, évidemment, c'est mieux d'aller faire un audit physique parce qu'en audit physique, ben voilà, vous avez une vision bien plus précise du système qualité de votre fournisseur ou de votre éditeur quand cela est faisable. Hein. Vous faisiez allusion à un fournisseur de signature électronique. Bon, souvent, c'est des solutions de signature électronique, maintenant de plus en plus qui sont cloud, avec des éditeurs américains qui sont bien plus puissants que vous. Donc là, on est plus obligé de s'appuyer sur effectivement les certificats qu'ils ont et la situation n'est pas toujours facile parce que bon, derrière les certificats, bon, on voit pas, voilà, il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont masquées. Donc il faut regarder exactement ce qu'il y a dans les packs, mais en creusant, on arrive à trouver des fournisseurs qui sont capables de fournir des éléments quand même assez rassurants. Hein. Voilà, la réponse est peut-être un peu trop longue. Est-ce que ça a répondu à votre attente? Pour conclure, c'est pas systématique. Non, c'est pas. L'audit physique n'est pas systématique. D'accord. Alors j'ai une autre question. Alors, si on achète votre pack de validation, et après j'ai l'audit fournisseur d'un gros éditeur est-il réaliste? Bon, là je pense que j'ai répondu. Hein, oui, il y a de la négociation, hein, c'est clair. Mais pour un gros éditeur, c'est sûr que l'audit fournisseur, il ne fait surtout sens que s'il est fait avant l'achat. Hein. Alors ensuite, j'ai une question de Monsieur Neubourg, donc je vais lui ouvrir le micro et je vais lui laisser reformuler sa question. Je vais répondre. Alors, votre pack de validation, nous, on n'a pas de pack de validation, mais disons que ce serait plutôt le pack de validation du fournisseur. Refaire, le terme est peut-être un peu fort. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai un pack de validation, est-ce que je dois refaire? Ça dépend ce qu'il y a dans le pack de validation. Souvent, les packs de validation, c'est des scripts de test non exécutés, donc il faut à minima les exécuter, donc réaliser les tests. Hein. Et à minima, je dirais, il faut faire le rapport. Donc il faut regarder dans le détail, mais ou en résumé, oui, il y a du travail complémentaire, même quand on achète un pack de validation. Hein. Alors ensuite, j'ai une autre question. Lorsqu'on parle de formule Excel, cela s'applique également aux formules simples
du type si ou, etc. La réponse est oui, même si effectivement on fait des catégories de feuilles Excel pour distinguer généralement si c'est des formules simples, des formules plus compliquées ou si c'est du code VB. Voilà. Et donc effectivement on rentre dans les catégories qui ont été présentées par Aurélie, si c'est du standard, si c'est du configuré ou si c'est du personnalisé. Donc si c'est du si, c'est plutôt du configuré, si c'est du code VB, c'est du personnalisé. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question qui est intéressante. J'aimerais savoir si le GAMP 5 est équivalent à cette norme 80002. Les deux évoquent une stratégie en fonction du risque. Alors, justement, une petite question, déjà pour tout le monde, un petit sondage supplémentaire sur le GAMP 5, si tout le monde veut bien y répondre. Voilà, un petit sondage sur le GAMP 5. Voilà, j'ai presque tout le monde qui a voté. Et je vais partager le... Alors, j'ai une question. Non, j'ai plus de questions, donc c'est bon. Donc, je vais partager le résultat. Voilà, donc le GAMP 5, hein, il est connu par presque la moitié des participants. Donc, le GAMP 5, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un guide qui a été publié par l'ISPE, qui est une association de professionnels, je dirais, plutôt orientés pharma. Et c'est vrai que l'industrie pharmaceutique a abordé ces sujets de validation des systèmes informatisés depuis maintenant un certain nombre d'années. Et quand les industriels du dispositif médicaux ont cherché un référentiel pour la validation des systèmes informatisés, naturellement, ils se sont retournés vers le guide GAMP 5. Voilà. Alors oui, il y a évidemment des similitudes. Hein. Bon, le GAMP est en train de faire aussi un petit peu son autocritique par rapport à des démarches qui étaient très documentaires et pas assez orientées risque. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle initiative de la FDA dont vous a parlé Aurélie, et qui intéresse beaucoup les gens de l'industrie pharmaceutique. Hein. Donc oui, il y a des similitudes, mais d'un point de vue réglementaire, et en tout cas en Europe, c'est une erreur assez classique. Les gens partent sur le GAMP 5, alors qu'en fait, non, c'est le Technical Report 80002. Voilà. C'est pour ça qu'on a essayé de remettre un peu ce document en avant lors de ce webinaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois qu'il y a une question. Alors, pour un logiciel configuré, faut-il écrire une spécification des services configurés et faire des tests de vérification en face? Oui. Voilà. En fonction comme l'a expliqué Aurélie, hein, du risque. Voilà. Donc là, si c'est pour un logiciel RH, il faut regarder en fait les fonctions qui permettent de répondre à une exigence réglementaire. Donc généralement, c'est la qualification, hein, mais par contre, la qualification professionnelle, hein, par contre, dans un logiciel RH, la dimension salaire, contrat de travail, bon, il n'y a pas de risque produit ni de risque patient. Hein. Alors, donc, on a une autre question. Je me permets une dernière question. La validation de l'infrastructure IT entre dans le cadre de la VSI. Oui, bien sûr que l'infrastructure IT doit être maîtrisée.
Alors là, l'infrastructure IT aujourd'hui est de plus en plus cloud. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le cloud, les infrastructures cloud aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités de rendre la qualification, je dirais, d'une manière moins documentaire, grâce à la mise en place notamment de conformité continue et de règles. Je vous renvoie sur notre nos chaînes YouTube. Voilà, il y a pas mal de choses. J'ai une autre question. Lors d'un changement majeur d'OS, faut-il revalider tous les logiciels? C'est une bonne question. Généralement, pas forcément. Par contre, il est clair que un minimum, dans le cadre d'un changement, puisque c'est un changement, il faut procéder à un certain nombre de tests pour vérifier qu'il n'y a pas de régression fonctionnelle et probablement refaire une qualification d'installation pour indiquer qu'on a une nouvelle version majeure, je dirais, d'OS. Hein. Je dirais qu'il faut plutôt le gérer comme un changement que comme une revalidation complète. Hein. Enfin, l'aspect cybersécurité fait partie des points à tester. Alors, cybersécurité, c'est plus pour la partie généralement logiciel de DM à proprement parler, mais l'aspect sécurité, oui, clairement, c'est quelque chose qui peut remettre en cause l'intégrité des données. Donc oui, clairement, ça fait partie des choses, comment dire, à tester, oui, tout à fait. Hein. Donc, il nous reste 3 minutes. Donc, je vais essayer de prendre sur ce temps-là pour vous présenter un petit peu l'offre d'ADN. Est-ce que tu veux bien passer au slide suivant, Aurélie? Voilà. Merci beaucoup. Donc, ADN, on existe depuis 93, donc c'est un peu notre spécialité, hein, la validation des systèmes informatisés. Donc, on peut vous accompagner dans la mise en place d'une politique de validation. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de clients qui n'ont pas de politique de validation, soit pas de politique de validation, soit pas de politique de validation, je dirais, à jour ou adaptée au contexte actuel, notamment quand il y a des logiciels voilà, qui sont un peu orientés au cloud, digital. Donc, on peut vous aider à rédiger des procédures, on peut vous transmettre des modèles de plan de validation, modèles de qualification d'installation, modèles de définition de besoins, etc., etc. On est capable de vous aider dans les remédiations techniques, hein, parce que tous les logiciels ne sont pas validables. Hein, notamment, voilà, on fait des évaluations pour savoir s'il n'y a pas des éléments fonctionnels qui manquent. Ça peut être des verrous, ça peut être l'audit train, ça peut être la signature électronique, ça peut être bon voilà, il y a tout un ensemble de choses sur. Il y a un monsieur qui nous a une remarque sur la revue des audits trail. Voilà. Donc on a, si vous voulez, deux populations chez ADN, des profils plus méthodo, métier et des profils techniques. Donc c'est l'alliance des deux types de profils qui nous permet de vous proposer ce type de service. On propose généralement une démarche de validation qui est adaptée à votre entreprise et au type de système. Parce que c'est sûr que l'effort sur voilà, en fonction des types de feuilles Excel ou un ERP ou un process qualité qui est géré avec Excel ou un process qualité qui est géré avec un IQMS. Bon voilà, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on propose d'ailleurs aujourd'hui des solutions pour accompagner face au Covid nos clients dans la dématérialisation des processus, notamment des processus qualité, dans lequel on les aide à mettre en place des process qualité qui respectent à la fois les exigences européennes et américaines, et avec notamment, bien évidemment, de la signature électronique,
puisque c'est quand même le prérequis si on veut dématérialiser un certain nombre de process. Voilà. Alors, j'ai une question. Pouvez-vous accompagner l'intégrateur ERP dans la mise en œuvre d'une préévaluation? Oui, bah, tout à fait. Ça fait partie des choses qu'on fait régulièrement. Voilà, d'aider les intégrateurs à faire en sorte qu'il n'y ait pas redondance d'activité entre les activités du client et les activités de test qui sont proposées par l'intégrateur. Voilà, bon, on est bien sûr comme on est assez nombreux, on est capable d'intervenir en task force hein, pour obtenir une certification 13485 face à un audit dans le cas d'un plan de remédiation. Voilà, ça fait partie des choses qu'on fait, qu'on a fait et je pense qu'on continuera à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, avant de terminer, ah si, j'ai une question. Ah, le niveau de QI en mode SaaS, donc Software as a Service, eh bien, effectivement, c'est une très bonne question. La QI en mode SaaS, si c'est vraiment du mode SaaS, hein, à ce moment-là, elle disparaît tout bonnement et en fait, elle est remplacée par le Service Level Agreement que le client signe avec son éditeur. Voilà. Et voilà, validation d'infrastructure, serveur de fichiers, serveur mail, encore une fois, il faut identifier le risque produit et le risque patient. Mais là, je me demande si, de par la nature des questions qui sont posées là, on n'est pas plutôt dans les logiciels de DM à proprement parler. Et donc là, si on ne frôle pas commentaire 62.304, donc c'est un petit peu la comment dire, ouais, voilà. Hein. Donc là, c'est pas tout à fait l'objet du webinar. Donc là, je vous encourage à peut-être reprendre contact, hein, parce que moi, les serveurs de fichiers, tout ça, ça se valide pas. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des feuilles Excel sur des serveurs Windows. Donc oui, ça pose problème. Donc, il faut mettre en place des mesures d'atténuation pour essayer de verrouiller ça. Les mesures d'atténuation, c'est essentiellement des mesures d'atténuation en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, il m'en reste quelques-unes. Si vous voulez bien y répondre. Voilà. Est-ce que voilà, la validation est-elle un frein à votre transformation digitale? Je n'ai pas encore tous les votants. Voilà. Je vais donc partager le résultat. Voilà, et vous voyez que quand même, finalement, c'est pas un si grand frein que ça. Hein. Le bénéfice est plus fort que le risque, en d'autres mots, hein, avec 70% des gens. Voilà. Et enfin, j'ai peut-être une dernière question. Ça concerne, voilà, c'est un peu vous m'en excuserez à l'avance. C'est un peu la tarte à la crème. C'est avez-vous un système de signature électronique? Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, hein. Enfin, un peu plus équilibré. Tout le monde vote. Hein, et pourtant, voilà, il n'y a pas de résistance au changement particulière. Voilà, je vais fermer le sondage et le partager. Vous voyez que là, il y a la moitié des participants qui ont de la signature électronique et l'autre moitié qui n'en a pas. Voilà. Et enfin, la dernière question que je vous lance, ça concerne
Les demandes de changement se font-elles via un formulaire papier? Alors, quand j'entends par formulaire papier, c'est formulaire, ça peut être un formulaire Word hein, qui circule et qui est ensuite signé. Hein. Voilà, bah, je vais partager le sondage. Voilà, on a quand même presque un tiers qui fait encore des formulaires papier, mais les 2 tiers qui ne le font pas. Voilà. Alors, je crois que j'ai une dernière question. D'accord, non, j'avais juste une remarque. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ou complémentaires? Bien, bah écoutez, nous espérons que ce webinaire a été... alors, j'ai juste une dernière question. On me dit... Alors, je vais vous ouvrir le micro. Alors, c'est Claire, c'est une question intéressante. Alors, Claire, alors, il faudrait que vous ouvriez votre son et que vous puissiez partager votre... On vous écoute, Claire. Parfait. Je voulais savoir si vous aviez des cotations risque de référence. C'est-à-dire des modèles d'analyse de risque, en fait, par type de process, c'est ça? Ce serait plutôt sur la détectabilité, la criticité, l'occurrence, un système de notation qui nous permette d'être répétable en fonction des différents systèmes qu'on va communiquer. Oui, oui, tout à fait. Ça, les analyses de risque, on n'est pas rentré dans le niveau de détail, mais bien sûr, oui, ça s'implémente de cette manière-là. Parce qu'en Okay. fait, du coup, c'est un peu chacun qui décide quelle cotation il met en place chez lui ou on a la J'ai pas entendu, possibilité j'ai pas entendu. Chacun met en place la cotation qu'il souhaite ou est-ce qu'il y a une cotation de référence? Oui, clairement, 14 971. Hein, Je note. okay. Oui, bien sûr. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Bon, de toute façon, voilà, vous avez nos mails sur la présentation. Donc, vous pouvez écrire à Aurélie ou à moi-même et on se fera un plaisir de vous répondre. Hein. Bien entendu, si vous avez des sujets à traiter d'une manière ou d'une autre ou un simple conseil, bah, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci.